Les troquets, les cafés, les bistrots sont au cœur de la vie de quartier et de village et pourtant ils disparaissent de plus en plus des centres-bourgs au profit des zones commerciales ou des grandes villes. Un projet de loi vise à présent à simplifier leur installation. Alors comment conserver des bars dans les petites communes rurales? C'est notre focus de ce mercredi 12 mars. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Les 2/3 des communes françaises aujourd'hui ne disposent plus de commerce, selon le député macroniste Guillaume Kasbarian, à l'origine d'un projet de loi pour simplifier l'attribution des licences 4. L'objectif est de favoriser l'installation de bars dans les communes de moins de 3500 habitants. Une nouvelle globalement bien accueillie, malgré quelques réserves. Plus d'explications avec Mathilde Kemener. À Planguenoil, en Côte-d'Armor, cet élu a connu une dizaine de bars il y a 40 ans. Aujourd'hui, le bourg n'en compte plus aucun. Le dernier a baissé le rideau en 2021. Pour conserver la licence 4, cet élu l'a racheté. La licence était à vendre chez un mandataire judiciaire. Je l'ai appris par quelqu'un de Saint-Brieuc qui m'a appelé pour savoir si j'étais d'accord de laisser partir la licence pour que lui puisse ouvrir un débit de boisson licence 4 sur Saint-Brieuc. Et la seule solution que j'ai trouvée, la collectivité, c'était tellement complexe pour racheter la licence parce qu'il faut des délais assez longs. Donc il m'a pris l'idée de la racheter et j'ai été suivi très rapidement par un de mes collègues, David Burlot, qui m'a dit « Je te laisse pas tout seul, je t'accompagne dans cette démarche ». Pour cet élu, la proposition de loi d'un député macroniste pour favoriser l'obtention d'une licence 4 est une bonne nouvelle pour favoriser l'ouverture des bars en zone rurale, mais elle est trop restrictive, elle concerne les communes de moins de 3500 habitants. Il ne faut pas oublier les communes qui ont fusionné. Ici, c'est 2400 habitants. Nous faisons partie aujourd'hui d'une commune de 17 000 habitants. Ce qui veut dire que nous, on ne serait pas concernés. Alors que je suis à 10 km du centre-ville de Lamballe. Alors l'État qui encourage la création de communes nouvelles, d'un autre côté, c'est donner aussi le bâton pour taper sur les petites communes. Et pour d'autres personnes, favoriser l'obtention de la licence 4 ne réglera pas le problème. Je pense que c'est pas la cause, je pense que c'est vraiment la clientèle qui aujourd'hui consomme moins dans les établissements et qui consomme plus à domicile. Il faut trouver une façon autre pour amener les gens. On joue beaucoup sur les réseaux sociaux, des concerts, des activités, des blind tests. Ça fait 5 ans qu'on a vérifié avec une licence 3. Tout ce qui est alcool en dessous de 18 degrés. Sur un autre établissement, j'ai une licence 4. On n'a pas vraiment de différence en termes de chiffre d'affaires entre licence 4 et licence 3. La proposition de loi a été adoptée lundi 10 mars par les députés. Elle est désormais dans les mains des sénateurs qui devront aussi se prononcer. Et donc on l'a vu, les bistrots sont chers au cœur des Bretons. Et pour en parler, on reçoit Blandine Lequin. Blandine, tu es journaliste data au Télégramme. Que nous disent les chiffres? Est-ce que la Bretagne est bien une terre de bistrots? Alors oui, c'est une image qu'on a de la Bretagne et en fait elle n'est pas volée. Il y a beaucoup de bistrots en Bretagne, il y en a à peu près 3500 débits de boissons selon l'INSEE. Mais au-delà du nombre, c'est surtout qu'il y a à peu près 8 communes sur 10 qui ont un bar ou un café où on sert des boissons. Et c'est beaucoup, c'est le plus gros ratio en fait en France métropolitaine. Et puis on a aussi rapporté par habitant un taux de 10 cafés pour 10 000 habitants. C'est pareil, c'est beaucoup. Il y a peu de régions qui atteignent ce score. Et est-ce que c'est un phénomène qui continue? Est-ce qu'il y a de nouveaux bistrots qui ouvrent continuellement en Bretagne? Alors oui, on a tendance à dire que les bistrots disparaissent, leur nombre s'effondre. Ça a été vrai pendant plusieurs décennies par rapport à il y a un certain nombre d'années. Mais ces dernières années, on a vu que ça avait tendance à redécoller. On voit qu'on a un nombre de bars, cafés qui augmente. Il faudra voir la tendance parce que ça a tendance à augmenter un peu plus dans les villes plus peuplées et à stagner dans les villes plus petites où on sait que c'est là que c'est le plus difficile de maintenir un café ou un bar. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Blandine. Et sans transition, la fonderie de Bretagne fait de nouveau parler d'elle. Le tribunal de commerce de Rennes se penchait aujourd'hui sur les 2 offres de reprise émises pour l'entreprise de Codan. Éclairage sur place avec notre journaliste Adrien Paquier. C'est dans le cadre du redressement judiciaire de la fonderie de Bretagne qu'une nouvelle audience de suivi avait lieu ce mercredi au tribunal de commerce de Rennes. Les différents représentants syndicaux ont fait le déplacement ici pour poursuivre les négociations sur les différentes offres de reprise qui se présentent à la fonderie de Bretagne, plus particulièrement celle d'Europlasma, aujourd'hui la plus aboutie. Mais celle-ci prévoit le maintien de 240 postes sur les 286 actuels et la remise en cause de certains accords d'entreprise, ce que ne veulent pas évidemment les syndicats. On parle de suppression de primes pouvant aller d'une perte de 20 à 200 euros de salaire suivant les salariés,
Je vous propose d'écouter Maël Le Goff, représentant syndical, à la sortie de la salle d'audience. Europlasma, c'est les seuls qui ont construit un dossier avec un business plan. C'est ce qui a été démontré ici au tribunal. Donc on voit que c'est cette offre-là qui tient le plus à route, qui a l'air la plus sérieuse. Maintenant, cette offre, ce qu'il y a dedans, elle est à retravailler, ça c'est sûr et certain par contre, sur le volet social et éco. Parce qu'on voit beaucoup d'obus. Il y a très peu de place pour la diversification. Et voilà, on ne veut pas repartir comme on était parti avec Renault, un seul client, un seul produit. Sachant qu'en plus des obus, c'est fluctuant, c'est volatile, c'est le contexte géopolitique qu'il y a là en ce moment. Mais on veut s'assurer un avenir pérenne, et pour nous, il passe aussi par la diversification. La prochaine étape, on voit que ça veut aller assez vite. On voit que les représentants, que ce soit les administrateurs ou ceux de l'entreprise, veulent aller vers une session vers mi-avril apparemment. La période d'observation se poursuit donc pour la Fonderie de Bretagne et ses salariés qui attendent des réponses claires dès demain matin avec la tenue d'un CSE extraordinaire et la venue du PDG d'Europlasma sur le site de la Fonderie à Caudan. Et ce sont plus de 65 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte en 2024, un record depuis 2008. Une crise qui s'explique en partie par un effet de rattrapage post-Covid, par l'inflation et la situation géopolitique. En Bretagne, les fermetures sont de plus en plus nombreuses dans le domaine du commerce et de la réparation automobile, de l'hébergement-restauration et de la construction. Mais de manière générale, la situation bretonne est légèrement plus positive que le cas national. Éclairage avec Dominique Maguère, président du tribunal de commerce de Brest. Au plan national, effectivement, il y a eu une croissance très forte des défaillances d'entreprises, ce qui n'a pas été le cas dans le Finistère, et particulièrement à Brest. On a eu un même volume à peu près d'ouverture de procédures collectives. Les crises se déploient sur le territoire national et généralement, la Bretagne et la pointe du Finistère, c'est plus tard. On a un phénomène qui se déploie progressivement. Et comme on est au bout, c'est un peu chez nous que ça se passe en dernier. Ce qui est une bonne chose au moment où les autres vont moins bien, qu'on aille un peu moins mal. Mais pour autant, le phénomène finit par se propager. Et donc ça veut dire que devant nous, on a quand même probablement une dureté de ces difficultés, un accroissement de la dureté de ces difficultés. Et depuis le début de l'année, le quasi-doublement de la taille des entreprises qui viennent devant nous en témoigne. Et l'eau était trouble, colorée. À 12h15 ce mardi, la préfecture du Morbihan et l'ARS ont demandé aux habitants de Port-Louis, près de Lorient, de ne surtout pas boire l'eau du robinet. Plus de 4000 bouteilles d'eau ont été mises à disposition ce mardi. On écoute le maire de Port-Louis au micro de Lucas Sierravola. Le puits s'est affaissé et les pompes ont envoyé dans les canalisations de la commune un mélange d'eau et de sable rendant impur et impropre à la consommation l'eau qui arrivait au robinet de chacun. Donc on a immédiatement bloqué le système pour éviter que les gens consomment une eau potentiellement polluée et nous avons mis avec l'agglomération en place un système de distribution de bouteilles d'eau. L'ARS procédait cet après-midi à des prélèvements d'eau au niveau des canalisations de la ville afin de faire des analyses microbiologiques. Et autre pollution de l'eau, cette fois-ci dans le nord de Rennes. Ce mardi, des joggeurs ont constaté l'aspect blanchâtre d'une partie du canal d'Île-et-Rance. La pollution serait due à des rejets accidentels liés aux activités d'une entreprise de matériaux de construction voisine. Celle-ci a reconnu une erreur humaine et a sollicité l'intervention de la direction régionale de l'environnement afin d'éliminer le produit du cours d'eau. Et Rennes toujours, c'est une tradition tout droit venue de Mayotte qui s'est implantée dans la ville. Des combats à main nue appelés mouringués rassemblent des centaines de personnes en pleine nuit. Entre rites traditionnels et combats de rue, la pratique réunit des jeunes Mahorais chaque week-end durant le mois du Ramadan. Immersion avec nos journalistes Claire Stess et David Brunet. C'est ici, à Rennes, sous la halle du Triangle, que les vendredis soirs et samedis soirs, les jeunes Mahorais se retrouvent pour assister à des combats de mouringués pendant le Ramadan. La nuit, ils peuvent être des centaines à venir ici le vendredi et le samedi. Dans une ambiance survoltée, au son des djembés, ils s'affrontent. Tous les coups sont permis du moment que c'est avec les poings. Les coups de pied sont interdits et le premier par terre a perdu. Écoutez Andy qui va nous dire pourquoi il est venu ce soir. Ça fait plaisir parce qu'on se réchauffe, un peu de sport. Pendant le Ramadan, c'est le moment qu'on en profite. Pour le moment, ces rassemblements sont tolérés. Ils n'ont pas été interdits par la préfecture. Ils sont pourtant surveillés par les autorités. Et les voisins expliquent
que les nuisances sonores les dérangent énormément. Et retour dans le Finistère où les élèves du lycée Diwan de Carhaix sont mobilisés pour demander de meilleures conditions d'accueil. Ils pointent du doigt la région et l'association Elle, gestionnaire du site, qui ont restreint depuis la rentrée le nombre de bâtiments destinés à l'école bilingue. Les lycéens bloquent l'établissement depuis ce lundi et une cinquantaine d'entre eux ont passé depuis la nuit sous la tente. Le blocage sera maintenu au moins jusqu'au conseil d'administration prévu ce mercredi soir à 19h30. Et toujours dans le Finistère, on part découvrir un atelier de lunettes 100% made in France. Opticienne durant 15 ans, Sylvie Leget a créé en 2021 son atelier Binoclar à l'île Tudy. Aujourd'hui, son activité se développe et dépasse les frontières de la Bretagne. Un reportage d'Enora Lenôtre. Donc ça, c'est le modèle Wang, donc c'est celui que je porte. C'est le modèle phare. Ces lunettes font partie de la trentaine de modèles imaginés et créés par Sylvie Leget. Opticienne durant 15 ans, elle a choisi de se tourner vers la création. Et toujours en me disant non mais moi je veux créer les lunettes, à chaque fois que je voyais des nouvelles collections, ça n'allait pas, j'avais toujours envie de modifier un truc par-ci, un truc par-là, il n'y avait jamais un truc qui était... Et puis un jour un copain m'a dit mais tes remarques sont super pertinentes, peut-être tu devrais te lancer quand même, peut-être tu serais capable de dessiner des lunettes. Alors en 2021, elle se lance et crée Binoclar, son atelier à l'île Tudy. Ici, elle fabrique des montures de lunettes de A à Z à partir de matériaux français avec Julien, son salarié. Donc là, du coup, Julien, il y a une petite marque là. Il existe une quinzaine d'étapes avant que les idées de Sylvie passent d'un écran d'ordinateur à une monture terminée. Chaque modèle nécessite environ 6 jours de travail. Sylvie et Julien ne fabriquent que les paires déjà commandées pour éviter les stocks. Pas de stock parce que c'est du gaspillage de temps, de matière, d'énergie et que pour la planète, ça me paraît important d'arrêter de fabriquer des choses qui vont servir à rien. Les lunettes sont vendues chez des opticiens en Bretagne et en France, comptées entre 310 et 360 € pour une monture. Cette édition touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On vous retrouve demain à la même heure pour plus d'actualités. Et en attendant, bonne soirée.